Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Henri de Toulouse-Lautrec, 1864-1901. Polisseur de marbre, 1887. Huile sur toile, 101,9 cm sur 86,7. Princeton University Art Museum. Voilà un métier, celui de polisseur de marbre, que la mécanisation des tâches industrielles a fait disparaître presque complètement. Cette tâche, qui fut rude entre toutes, Henri de Toulouse-Lautrec l'a peinte dans cette toile en 1887, c'est-à-dire l'année même de la parution de Germinal de Zola, et 12 ans après que Gustave Caillebotte ait lui-même peint ses célèbres raboteurs de parquet en 1875, toile considérée comme l'une des premières représentations du prolétariat urbain. Le sort alors peu enviable de ce prolétariat urbain, immigré des campagnes vers les grandes villes, avait attiré l'attention de Toulouse-Lautrec bien avant la parution de Germinal, dès 1884, comme l'atteste un dessin préliminaire à ce polisseur de marbre. La tâche qui incombait alors au jeune marbrier, car il fallait être jeune, voire même très jeune, pour pouvoir réaliser cette tâche, entre 15 et 20 ans, était à la fois de scier, de polir et de poser des pierres tombales. Ce faisant, il arrivait fréquemment, hélas, au marbrier de polir, sans le savoir, sa propre pierre tombale. En cause à cette époque la potée d'étain, qu'il vaudrait d'ailleurs mieux nommer la potée de plomb, car elle était constituée en majorité de stanate de plomb en poudre additionnée d'une quantité infime de peroxyde d'étain, deux composés dont la toxicité pour l'organisme humain ne fait plus aujourd'hui aucun doute. Pour activer les propriétés de ce mélange chimique à haut risque, il fallait d'abord graisser la pierre, c'est-à-dire appliquer une huile imbibante sur un premier tampon de feutre que l'on faisait tourner à grande vitesse, manuellement, à la force des avant-bras et des biceps, bien entendu. Cette potée, très employée pendant tout le XIXe siècle, où elle fut considérée comme un progrès considérable dans le traitement des minéraux, a décimé une bonne partie des ouvriers qui l'ont utilisée. La potée en question fut déclarée non grata dès la fin du XIXe siècle. Elle commence à être interdite précisément au moment où Toulouse-Lautrec décide de peindre ce tableau, après avoir lu un article dans Le Matin, journal dont c'était un des tout premiers numéros, décrivant les conditions de travail terribles des polisseurs. Les hommes mouraient pour que le marbre reluise dans les palais, accusait l'article qui fit grand bruit dans le Paris frondeur de cette période réputée réformatrice de la Troisième République et dans laquelle les aristocrates se sentaient investis d'un devoir, si ce n'est d'une mission sociale. Le dernier rejeton égaré dans les beaux-arts de la puissante dynastie des comtes de Toulouse, que fut Henri de Toulouse-Lautrec, n'y échappa point. Les conditions de travail désastreuses dans les mines menèrent en cette même année 1884 à la grande grève des mineurs d'Anzin, juste avant la parution du roman d'Émile Zola, Germinal, qui les décrivait avec l'émotion que l'on sait. Toulouse-Lautrec, qui ne passait pas tout son temps dans les bordels et au Moulin Rouge, y adhéra comme beaucoup d'autres artistes de son temps. Ceci dit, on pourrait se demander pourquoi l'ouvrier polisseur était nu. La réponse est assez étrange. Avant polissage, le marbre, qui est une pierre calcaire, donc fragile, supportait très mal toute manipulation, y compris humaine, car il absorbe par simple contact les huiles de la peau, ce qui a pour effet d'entraîner immédiatement une coloration jaune brunâtre, du pire effet pour un matériau dont la pureté doit être sans reproche. Il fallait donc éviter tout contact avec ce qui pouvait le tacher. Le contact de la peau humaine, naturellement grasse, et de la sueur en faisait partie. Le contact de vêtements, qui quand ils n'étaient pas crasseux étaient teints de pigments peu fiables, en faisait aussi partie. La raison pour laquelle l'ouvrier était nu, donc, était qu'il avait ainsi moins de chances de transpirer que s'il avait été habillé. Le seul tissu toléré était le feutre qui, posé sous les genoux du polisseur, l'isolait du contact direct avec le marbre. Il utilisait d'ailleurs ce linge pour glisser sur la pierre à mesure qu'il progressait dans son polissage, ce qui lui permettait en même temps d'en vérifier le degré de finition.
C'est par un frottement circulaire, on va dire robuste, incessant et minutieux, d'un deuxième gros tampon de feutre à buffler, humecté d'eau, que le polisseur parvenait à faire pénétrer la potée d'étain dans le minéral. Il fallait ensuite adoucir, c'est-à-dire finir le polissage au grès en grains. Au XXe siècle, les marbriers remplacèrent cette étape par la technique dite de l'encaustique qui en augmente la brillance et s'opère avec une ponceuse mécanique. Aujourd'hui, le métier de polisseur, à l'échelle industrielle, s'exerce avec un équipement de protection individuelle, incluant combinaisons filtrantes, chaussures de sécurité, lunettes de protection, pour éviter tout risque d'accident. À l'échelle artisanale et individuelle, ce métier qui fut si rude est aujourd'hui devenu une occupation de bricoleur du dimanche. C'est pourquoi ce tableau de Toulouse-Lautrec, qui décrit cette activité professionnelle sous sa forme la plus crue, paraît aujourd'hui si décalé, presque surréaliste. Du point de vue purement pictural, ce tableau est un des premiers témoignages du génie déjà très affirmé de ce grand peintre de la nuit parisienne, des chevaux et du cirque que fut Henri de Toulouse-Lautrec, alors qu'il n'est âgé que de 23 ans. Ce magnifique nu masculin académique ne l'est déjà plus tout à fait, tant la palette employée et le modelé de la touche le font échapper aux classifications. Avare en nu masculin, c'est le moins que l'on puisse dire, celui que les prostituées parisiennes avait surnommé la cafetière, à cause de la disproportion de l'un de ses organes sexuels par rapport à sa taille, s'applique ici à peindre la réalité et le moment tel qu'il les voit, comme il le fera toujours, encore et encore, jusqu'à son décès prématuré, à l'âge de 37 ans.